bonjour. Bon, Je vais me présenter, Tania Kademart. Je suis, la directrice et la fondatrice, de CMT Reza Fun Place, qui est une entreprise d'événementiel spécialisée dans la billetterie d'événementiel. Donc, avant de raconter la petite histoire de Fun Place, j'ai d'abord commencé en 2009, dans l'événementiel avec des potes et comme nous n'avions pas beaucoup de sous, donc je faisais, les tickets sur Word et c'est de là qu'est née l'idée de créer, mon entreprise, heu, qui est la billetterie Funplace, voilà. Donc j'ai créé mon entreprise en juillet 2011. Je suis partie en octobre 2011 pour faire, ma formation et je suis revenue avec, une billetterie physique et une billetterie électronique. Voilà. Donc, par rapport au contexte de l'époque, j'ai préféré mettre, la billetterie électronique, en sommeil pour m'axer sur, la billetterie physique. Donc, bon, vous vous en doutez bien, au début, c'était pas évident, c'était assez difficile. J'ai véritablement commencé à travailler en 2013 où, j'ai, eu, différents partenariats et en 2016, là, je me suis remise en question, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit qu'il était peut-être temps de réactiver ma billetterie en ligne et de me digitaliser. Voilà. Tu peux mettre l'autre slide, hein, Jess. merci pour le contexte. Ouais. Je sais pas comment faire. J'avais déjà coupé le son, je pensais. Attendez, hein, donnez-moi quelques instants. Ah, peut-être. Non, hein, les sons, ils sont coupés. C'est sur mon téléphone, en fait. Alors, c'est mieux là? Oui, c'est mieux, il n'y a pas d'écho. D'accord. Donc je reprends, oui. Donc je disais, du coup, c'est en 2016 que je me suis, remise un peu en question, que je me suis dit qu'il fallait peut-être, hem, me digitaliser en fait, qu'il fallait retourner sur mon option de billetterie en ligne, heu et et que bon, enfin pour moi, il y avait quand même une grande importance, à me digitaliser parce que je me suis aperçue, de comment les choses évoluaient, de comment la concurrence évoluait et j'ai pris conscience que la digitalisation m'aurait permis d'améliorer mes relations avec la clientèle, de donner une visibilité sur mon activité, de maintenir un lien avec les clients, de me faire connaître au public local, mais également, un public beaucoup plus large, mais également, d'avoir une présence forte et assumée sur le plateau numérique. Hem je me suis rendu compte que ça aurait permis également à ma société, d'évoluer et d'avoir, une plus grosse notoriété. Donc du coup, à partir de cela, je me suis mise à rechercher, heu, un web designer, un webmaster, qui, qui aurait pu m'aider justement heu, dans le développement de ma billetterie en ligne. Donc les débuts étaient un petit peu, compliqués, je dirais, parce que, j'ai quand même perdu, au départ, j'ai quand même perdu 10 mois de ma vie, si je puis m'exprimer comme ça, parce que je suis tombée sur, des gens
avait, en fait, qui ne voulait pas admettre qu'il n'avait pas les compétences requises pour cela. Donc du coup, après le premier essai, j'ai quand même fait une deuxième tentative auprès d'un deuxième webmaster qui m'a fait une création sur Word, mais qui était bancale en fait. Et je me suis et du coup, à force de chercher, j'ai fini par trouver un troisième webmaster qui n'est autre que Xavier Simacombe et qui m'a aidé à réaliser ma plateforme qui fonctionne et avec laquelle je travaille jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, durant tout ce parcours, je me suis heurtée à plusieurs difficultés. Donc, la première, comme je vous l'ai dit, c'est la difficulté de trouver quelqu'un de compétent pour m'aider à réaliser ma plateforme. Ensuite, la deuxième était que lorsque j'ai voulu réactiver ma billetterie, j'ai eu un petit message de l'inspection des fraudes qui m'a dit que je ne pouvais plus réactiver ma billetterie via mon organisme de paiement habituel. Donc du coup, j'étais obligée de chercher un organisme compétent. Alors j'avais 2 options, soit l'option de faire une demande au niveau de la Banque de France pour pouvoir, avoir, une accréditation et être reconnu comme, organisme financier ou sinon de trouver un organisme qui serait prêt, à jouer le jeu et qui serait prêt à travailler avec moi. Donc j'ai préféré bien évidemment, prendre l'option de l'organisme financier. Voilà. Donc c'est à partir de cela que j'ai vu qu'il y avait quand même une grosse différence entre un e-commerce et entre une marketplace. Voilà. Donc en gros, un e-commerce, c'est quoi? C'est une plateforme, comment vous expliquer? C'est une plateforme sur laquelle, par exemple, je prends un exemple, moi je suis organisateur, je crée, mon site internet, je poste mes événements et je les vends directement, sur ma plateforme. Voilà. Tandis qu'une marketplace, c'est totalement différent. C'est une plateforme sur laquelle, il y aura des organisateurs qui viendront poster leurs événements et des clients qui viendront, acheter leurs événements. Voilà. C'est ça la différence. Et par rapport à cela, j'ai dû, heu, faire des recherches et bien sélectionner, l'organisme de paiement avec lequel, j'aurais dû, travailler. Alors attends, Tania, je vais juste glisser un petit mot, parce qu'il y a Ouais. eu, il y a eu une question de Westindev qui demandait, mais tu ne faisais pas la différence entre webmaster, développeur, designer. Non, Ah non. pas du tout, pas du tout. Alors, pourquoi je ne faisais pas la différence? C'est parce que premièrement, je ne suis pas du secteur. Heu, Quand on est, entrepreneur, jeune entrepreneur, on n'a pas du tout ces notions de webmaster, web designer, pas du tout. Ce n'est que lorsqu'on est dans le besoin qu'on se met à chercher et qu'on commence à comprendre véritablement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et cetera, voilà. Ouais. Mais tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne peut pas, on est vraiment dans les capacités de faire la différence. Moi, je pense que t'es un exemple parmi, malheureusement, tant d'autres de nos entrepreneurs qui, sur nos territoires, font des mauvaises rencontres. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par des offres, ils sont attirés par des gens qui finalement sont peu scrupuleux, qui sont plus attachés à l'idée de faire de l'argent avec finalement ton projet, plutôt que de vouloir correctement le réaliser. Exactement. Faut le dire. Non, mais c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour dire ça. Parce que
il y en a eu trop, et Tania n'est pas la seule. Enfin, tous les développeurs indépendants de, de nos territoires savent ça. Quand on discute avec eux, ils sont au courant de ce phénomène. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter quelques organismes de paiement qui sont destinés au e-commerce et qui sont destinés au marketplace. Donc, il faut savoir que quand on a un e-commerce, on a soit la solution de passer par un organisme de paiement avec VAD. Alors, VAD, c'est vente à distance, ou soit de passer par un organisme de paiement sans VAD. Tu peux mettre la slide numéro 7, s'il te plaît? Oui. 7. Ouais. Alors, j'ai pas les numéros de page, donc tu vas marquer. C'est celle qui est marquée solution de paiement pour e-commerce sans VAD. Voilà. Voilà. Donc, alors sur ce slide, vous verrez que j'ai marqué, enfin je vous ai mis Easy Transact. Alors Easy Transact, c'est une solution de paiement française d'encaissement qui fonctionne sans VAD. C'est-à-dire que vous êtes commerçant, vous pouvez passer directement par cette entreprise sans pour cela souscrire à un contrat auprès de votre organisme bancaire. Voilà. Donc, cet organisme propose de gérer l'entièreté de la solution en proposant un lien de paiement unique et sécurisé, une installation simple et rapide personnalisée, une tarification transparente, d'avoir accès en illimité à toutes les fonctions de la solution. Bon, il propose également une 3D Secure qui est obligatoire maintenant parce que ce sont les protocoles pour sécuriser les clients qui viennent payer, qui viennent acheter sur votre site. Il propose des paiements différés, des paiements en plusieurs fois, des virements automatiques, parce que les virements, il faut savoir que les virements ne sont pas automatiques, ils se font manuellement, sauf si on en donne l'ordre à l'organisme de paiement. Voilà. Maintenant, au niveau de la commission, ils prennent quand même 1,2% plus 15 centimes par transaction. Les paiements se font à distance. Il n'y a pas de frais mensuels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, ils offrent la possibilité des paiements en plusieurs fois. Donc, je vous ai également mis l'organisme Paygreen, qui est un organisme assez particulier parce que il propose d'aider la nature entre guillemets via leurs solutions en investissant, je crois, 1 euro pour aider à contribuer pour le développement de la nature. Alors, Paygreen, c'est une solution qui s'utilise également sans VAD. Voilà. C'est un organisme français qui accepte tout type d'entreprise. Ils acceptent les paiements par carte bancaire. Chose rare, ils acceptent les titres restaurants dématérialisés ainsi que les chèques vacances. Au niveau des commissions, la commission commence à partir de 0,3% plus 15 centimes par transaction. Les paiements sont à distance. Par contre, eux, ils ont des frais mensuels qui commencent à partir de 15 euros et ils proposent également les paiements en plusieurs fois. C'était la slide d'après. Jess, excuse-moi, c'est moi que je ne t'ai pas dit, désolée. Ensuite, je vous ai également, alors, je n'ai pas mis les noms des organismes qui proposent avec VAD
parce que ces organismes-là, ce sont vos organismes bancaires, hein. Il suffit d'aller à votre banque, de faire une demande pour avoir un contrat de vente à distance. Par contre, il faut savoir que si vous êtes déjà en plein développement et que vous êtes en train que vous avez déjà créé votre boîte, vous risquez de recevoir un refus. Alors, le refus n'est pas systématique, mais c'est une possibilité. Donc, quand vous passez par votre organisme bancaire, il faut quand même prévoir une roue de secours. Il faut toujours prévoir une solution de paiement qui accepte sans VAD. Parce que moi, ça m'est arrivé, comme je vous ai expliqué, quand j'ai voulu réactiver et que j'ai voulu quand j'ai voulu réactiver ma billetterie en ligne et que j'ai voulu réactiver à nouveau mon mode de paiement, bah, je me suis vue voir je me suis essuyé un refus de la banque et de l'inspection des fraudes. Alors, il y a une question. Est-ce que tu as dû fournir un business plan de ton entreprise à ton organisme bancaire? Alors, oui, j'ai dû fournir un business plan à ma banque pour qu'ils puissent voir la viabilité du projet. Euh, et j'ai dû expliquer également, quand je suis passée par ma solution de paiement, j'ai dû expliquer également à quoi servait mon entreprise, quels étaient les objectifs, quelle était la cible. Oui, j'ai dû justifier, j'ai dû présenter patte blanche. Ok. Est-ce que au niveau des slides, je reviens au début? Non, tu peux continuer, hein, alors descends. Alors attends, tu peux Oui. descendre parce que j'ai présenté Green, descends encore. Et encore un. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des solutions de paiement pour les marketplaces. Donc là, j'en ai sélectionné 4. Donc la première, c'est ePay, qui est une solution, qui est une plateforme, pardon, unique et pour gérer tout l'ensemble des flux de transactions. Alors, il faut savoir que quand vous avez une marketplace, il y a un fonctionnement assez atypique. Ils appellent ça cash in et cash out. Alors, le cash in, c'est quoi? C'est quand vous avez un client qui vient sur votre plateforme, il s'inscrit et après son inscription, il passe à l'achat. Donc, une fois qu'il passe à l'achat, son argent sera dirigé sur ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille électronique. L'argent sera déposé sur le portefeuille électronique du client, puis transféré sur le portefeuille électronique de l'événement. Ah, Une fois que... Quoi? Oui. expliquer ce phénomène quand même, parce que c'est un phénomène contractuel. Donc, surtout pour la communauté technique, donc, ce qui différencie fondamentalement le e-commerce de la marketplace, c'est évidemment que le responsable de la plateforme de marketplace ne fait que revendre les produits d'autres entreprises, déjà. C'est ça. Ouais. Et quand il fait ça, il a des obligations au niveau de la loi. Par exemple, il ne peut pas héberger lui-même l'argent qui a été dépensé pour l'entreprise qui vend le produit. Donc lui, il n'est qu'intermédiaire. Et pour ça, il doit trouver une solution technique qui consiste en fait, principalement, en tout cas la méthode communément employée, c'est de créer des portefeuilles virtuels pour celui qui achète le produit, pour celui qui a la plateforme et pour celui qui le vend. Donc finalement, il y a 3 wallets, 3 portefeuilles virtuels. Et l'argent ne peut transiter que dans ces portefeuilles virtuels jusqu'à finalement une espèce de conclusion qui serait la validation de l'achat. On est d'accord, Tania? C'est bien ça, oui. Ok. Faire autrement, c'est s'exposer à des poursuites judiciaires
assez lourde quand même. assez lourde. Oui, Très- puisque en fait, quand on ne passe pas par ce circuit, on nous considère comme étant des, Des enfin, on escrocs. considère le système, oui, on nous considère comme des escrocs et on considère le système comme étant du blanchiment d'argent. Ah oui, Voilà. Donc ça rentre dans la case de blanchiment d'argent et de fraude. Parce que tant qu'on n'a pas un agrément ACPR, on n'a pas l'autorisation de manipuler, heu, physiquement, de l'argent. ok. Ne serait-ce que de faire la transaction, c'est-à-dire de cliquer, enfin de rentrer un montant et de faire le virement soi-même comme on serait amené à le faire, sur notre compte classique, c'est interdit, on n'a pas le droit. Parce que de l'utilisation, de l'utilisation de fonds de tiers. Hmm. Voilà. Ok. Donc, Donc oui. iPlace, iPay, pardon. iPay, voilà. Donc iPay, c'est une plateforme unique, pour gérer efficacement l'ensemble des flux de transactions entre les différents acteurs de votre écosystème, c'est-à-dire entre l'entreprise et le client final ou d'entreprise à entreprise. Donc, leur tarification dépend bien évidemment, des moyens de paiement. Donc là, comme vous pourrez le voir, je vous ai donné des exemples. Quand on utilise une CB, Visa, Mastercard ou Maestro, on est prélevé 0,25 centimes de frais fixes par transaction, plus 1,6 tant qu'on reste dans les cartes européennes. Une fois qu'on passe dans des transactions hors Union européenne, à ce moment-là, les montants augmentent. On reste toujours à 25 centimes de frais fixes, mais la commission sera de 2,5% par transaction. Et quand on utilise d'autres moyens de paiement, comme les Amex et autres, à ce moment-là, on est à 0,25 centimes de frais fixes plus 2% de frais de transaction, qui restent variables, hein, bien évidemment. Tu peux passer à Amazon Pay, la slide suivante, s'il te plaît. Oula, pardon. Voilà. Donc, nous avons également Amazon Pay. Donc, Amazon, bien évidemment, comme tout le monde le sait, c'est une très, très grosse plateforme de marketplace. Voilà. Ils ont décidé de proposer leurs moyens de paiement aux entrepreneurs. Voilà. Donc, ils proposent un processus de paiement optimisé, une possibilité d'augmenter les taux de conversion, une technologie de détection des fraudes comme toutes les plateformes de paiement, je dirais, de réduire les risques de créances. Euh, il propose également aux entrepreneurs d'utiliser leur base de données clients, voilà, et de permettre à leurs clients d'acheter la marchandise des entrepreneurs qui passent par leur solution de paiement. Grâce à cela, le client n'a pas besoin de créer de compte, ni de saisir à nouveau ses informations de carte bancaire, ni d'ajouter leur adresse de facturation et de livraison, puisque toutes ces informations-là sont déjà dans leur base de données. Et ça permet à l'entrepreneur d'avoir une hausse de taux de conversion et de réduire sur le nombre de paniers d'abandon. Donc, le montant est à partir de 2% plus 0,25 centimes par transaction. Donc, on peut passer à la slide suivante où je parle de Stripe. Oui, je répondais à une question Oui. qui concerne le fonctionnement finalement général, hein, de ce genre de solution. Alors, ce genre de solution ne fait pas le travail à votre place, dans le sens où ils vous mettent à disposition un certain nombre d'outils, en général une API,
Dans cette API, ils vous disent, vous pouvez créer votre client, vous pouvez créer le vendeur, vous pouvez créer jusque des fois le produit, je pense à Stripe, par exemple. Mais c'est à vous de construire le circuit, votre propre circuit à l'intérieur de votre application. Il n'y a pas de solution faite. Donc, que ça soit pour la livraison de colis, le moment où l'argent va être envoyé au vendeur, le moment où vous allez toucher votre commission et tout ça, ça, c'est vous qui le déterminez. Voilà. C'est ça, oui. Donc, maintenant, alors je vous présente Stripe. Stripe, pendant longtemps, n'était pas disponible sur les Antilles. Ce n'est que depuis 2021-2022. On s'est battu. Ouais, exactement. Qu'ils ont enfin accepté de desservir les Antilles. Voilà, parce qu'il faut savoir que toutes les solutions ne desservent pas les Antilles, hein, quand bien même elles se disent être internationales, mais il y a toujours un blocus, il y a toujours un blocage pour arriver sur la Martinique, la Guadeloupe, voilà quoi. Donc, Stripe propose une suite de produits de paiement totalement intégrés. Il permet également aux marchands de vendre en ligne, mais physiquement. Il permet aux entreprises d'avoir des abonnements. Il Ouais. permet également, il aide, enfin du moins, les entreprises à lutter contre les fraudes. Il permet d'envoyer des factures, d'émettre des cartes bancaires virtuelles et physiques, et à réduire la complexité des paiements. Donc, sa tarification dépend du moyen de paiement. Si vous passez par le processus Link, vous payez 1,2% plus 25 centimes par transaction sur toutes les cartes européennes. Une fois que vous passez en carte européenne standard, vous payez 1,5% plus 25 centimes par frais de transaction. Et tout ce qui est carte britannique, c'est 2,5% plus 25 centimes d'euros Mmh. par transaction. Voilà. Tout à l'heure, je te coupe, Tania, désolé. Oui. Mais j'ai dit tout à l'heure que Stripe était cher, ce qui est vrai. Je pense que c'est un des plus chers. Malgré tout, quand on y réfléchit bien, c'est un des seuls qui soit interconnecté avec d'autres applications. Par exemple, ce qu'on appelle des applications de rapprochement bancaire. Par exemple, Conto pour un professionnel. Et on peut imaginer qu'en utilisant, par exemple, une solution bancaire comme Conto et un système de paiement comme Stripe, on va réduire considérablement les frais liés à la comptabilité. Donc on peut, grâce au fait qu'ils ont évolué ensemble et qu'ils sont partenaires, aujourd'hui, par exemple, ils ont lancé il y a quelques mois ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, qui va faire que le ticket de carte bleue, finalement, le virement, enfin le paiement et la ligne comptable, c'est-à-dire le produit, sont rapprochés. Donc, on peut imaginer que ça réduirait les coûts pour faire appel à un comptable, puisqu'en fait, c'est ce que le comptable fait. Ça remplace finalement son activité. Ça reste à mesurer, hein. Ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Il faudrait faire des calculs. Et peut-être que ça aurait une incidence sur le coût global que peut coûter le lancement d'une marketplace. Voilà. Donc J'imagine là, on passe. à la slide. Oui, oui. Donc là, je vais vous présenter MangoPay, qui est l'organisme financier avec qui je collabore. Voilà. Donc, c'est une solution de paiement pour toutes les marketplaces qui met en relation les acheteurs et les marchands. Donc, au niveau de la tarification, c'est une tarification qui est assez simple parce que, comme vous pourrez le voir, au niveau de la mise en service, il y a 0 frais de mise en service, il y a 0 frais
préautorisation, 0 frais pour les paiements échoués, 0 frais pour les remboursements, 0 frais pour les transferts, 0 frais pour tout ce qui est accompagnement téléphonique. Et ils sont très réactifs, ils répondent vraiment au quart de tour. Au niveau des pay-in, des paiements entrants, donc ça coûte 1,8% plus 18 centimes par transaction. Et tout ce qui est pay-out, c'est gratuit. Par contre, le petit hic, c'est que si vous n'atteignez pas le chiffre d'affaires minimum requis par mois, il vous prélève 30 € de frais de gestion. Alors, le moyen de paiement dépendra de ton objectif et ce que tu souhaites faire réellement. Après, tu dois faire un terme de compte, ce qui te correspond le mieux. Oui, effectivement, oui, oui. Bien évidemment, bon, ce que je vous montre là, c'est plusieurs solutions de paiement, mais il faut vraiment adapter ces solutions de paiement à votre business. Il faut vraiment comparer et choisir celui qui s'applique le mieux euh, au site et au business que vous avez, bien évidemment. La question, c'était plutôt quels sont les moyens de paiement qu'il faut présenter, c'est-à-dire en gros, comment est-ce que le client doit payer ses achats. Et moi, je disais que de base, il me semble, le socle aujourd'hui, c'est la carte bleue, ça c'est clair. Oui, oui. Plus sûrement Apple et Google Pay, qui sont vraiment très très pratiques et que la plupart des solutions de paiement mettent à disposition. Il peut y avoir American Express, mais je pense que ça dépend du coût moyen, enfin le panier. Par exemple, pour Tania, elle vend des places de spectacle. American Express, bon, si le client est titulaire d'American Express, il va peut-être acheter avec son American Express. Mais en général, ceux qui ont une American Express, ils ont une autre carte, une carte pour les paiements plus légers. C'est Voilà. ça. Donc, et puis American Express coûte cher. Oui, ça coûte cher. Au niveau des frais, c'est cher. Mais voilà. Je n'ai pas vraiment les taux qu'impose MangoPay pour l'American Express, mais c'est vrai que pour moi, ça ne serait pas rentable d'accepter que des clients viennent payer avec une American Express. Ouais. D'ailleurs, on a bloqué cette option. Alors, Idriss, apparemment, MongoPay est un des plus avantageux. Oui, clairement, mais c'est aussi celui qui nécessite le plus de travail. On va remonter un peu dans le temps. Au moment où Tania a commencé dans cette activité, on était au début de la légalisation des marketplaces, on va dire ça comme ça. Il y avait des marketplaces, mais chacun faisait comme il avait envie, etc. Puis c'est passé réglementé, les lois européennes. En 2009, oui. Voilà. Et quand en 2009, les marketplaces se sont structurés, bah, il y a des gens qui ont commencé à développer des produits, dont MongoPay, qui est un des pionniers dans le domaine. Sauf que quand on se lance nous-mêmes dans ce genre d'activité et que eux-mêmes sont une start-up qui se lance, eh ben, on évolue à leur rythme. C'est-à-dire que toutes les choses que l'on veut faire, ben, on ne peut pas les faire parce qu'ils n'ont pas encore développé l'API pour qu'on puisse les faire. Donc, dites-vous que depuis que Tania y est, en gros, en plus, on est submergé d'emails qui dit voilà, on a fait évoluer le truc là. Ah, maintenant, il y a une nouvelle réglementation. Et en fait, Tania, je me souviens en fin d'année dernière, elle n'en pouvait plus parce que c'était législation sur législation. Ah, tu dois demander ça à ton client. Ah, mais maintenant, ça, c'est une mauvaise pratique. Ça, c'est une bonne pratique, etc. Donc, il faut vraiment avoir conscience que même encore aujourd'hui, en 2023, alors qu'on parle d'un truc qui a commencé en 2009, on est toujours en train de faire évoluer les produits. D'où l'importance d'avoir un développeur pour pouvoir corriger, améliorer Exactement, oui. au même rythme que la plateforme de paiement. C'est ce qui est fou, en fait, cette histoire.
Et là où ça se complexifie, c'est surtout au niveau des législations parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un organisateur ou un entrepreneur, quand il vient s'inscrire sur une plateforme, ne peut pas s'inscrire simplement. Il est obligé lui aussi de montrer patte blanche et de fournir des documents. Si vous êtes une entreprise, alors une micro-entreprise devra fournir sa pièce d'identité, le CABIS et bien évidemment, enfin l'extrait K, pardon, et bien évidemment son RIB pour recevoir les paiements. Une fois qu'il aura envoyé ces documents, moi derrière, je suis obligée de transférer à l'organisme bancaire pour qu'il puisse faire les vérifications et s'assurer que le créateur du compte est bien celui qui dit et qu'il est véritablement le responsable de la structure et que la structure qu'il prétend déclarer est la bonne. Pareil pour les SARL. Là, ça se corse au niveau des documents parce qu'il faut non seulement la pièce d'identité, l'extrait CABIS, mais il faut également les statuts de la société. Il faut, si jamais vous avez des associés, marquer le nombre d'associés et le pourcentage de parts que vos associés ont dans votre entreprise. Et ensuite, envoyer tout cela à l'organisme de paiement pour qu'il puisse valider. Si jamais les statuts ne sont pas clairs et qu'il manque le nom d'un de vos associés dessus, ils vous demanderont encore une attestation, un document prouvant que cette personne-là est bien votre associé, à combien de pourcentage, etc., pour valider uniquement le compte, pour que cet organisateur-là ou cet entrepreneur puisse récupérer la totalité de ses fonds. Alors, avant la Covid, même si l'organisateur n'avait pas encore déclaré, n'avait pas encore donné ses documents, on pouvait leur transmettre une petite somme à hauteur de 2 000 € l'année. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus strict. On ne peut plus, si vous ne donnez pas les documents, on ne peut plus transmettre les fonds à l'organisateur tant qu'il n'a pas authentifié son compte. Et avant, il y avait une vérification. Maintenant, il y en a deux. Il faut valider les KYC et il faut également vérifier, valider l'authenticité du compte, ce qui complique encore plus les choses. Alors, il y a une question qui est très intéressante et qui a fait longtemps débat entre Tania, moi et puis les autres, on va dire. Bien que Tania et moi, on soit d'accord. Mais qui paye les frais de transaction? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est pris sur les bénéfices? Donc, en gros, ça fait sourire Tania. Oui. Évidemment, cette question se pose. Alors, par exemple, Funplace avait décidé que c'est celui qui vend le produit qui doit assumer les frais de la plateforme. Donc, ce n'était pas assumé par le client final. Mais les concurrents de Tania, ils ont décidé de vendre sur des plateformes en faisant en sorte que ce soit le client qui paye les transactions bancaires. Et nous, on était un peu effarés. Mais comme c'est devenu la norme, aujourd'hui, je peux te dire clairement que c'est toujours le client final qui paye pour tout le monde. Voilà. C'est Ouais. ça. On n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner. Hein. Si vous voulez être compétitif, vous êtes obligé de vous aligner, quand bien même votre éthique vous dit que ce n'est pas normal. Hein. Mhm. Mais là, alors, ce qu'on fait, on propose à l'organisateur deux solutions. Soit il paye de sa poche les frais de commission de la plateforme, c'est-à-dire que il paye, si par exemple son événement coûte 10 €, on enlèvera 50 centimes dans ces 10 € par exemple. Et à ce moment-là, il paiera que 9,50 €. Ou sinon, il a la possibilité de rajouter ses frais pour que le client final puisse les payer. Voilà, donc on a trouvé un système avec Xavier. On a mis une petite case à cocher qui leur permet de dire si oui ou non c'est eux ou le client qui endosse le paiement de la commission. Et au moment du paiement,
le client voit le montant de l'événement, plus la commission qui se rajoute au montant, en fait. Voilà, si c'est lui qui paye. Mais en général, on va dire 90% sur 100%, c'est le client qui se voit dans l'obligation de payer les frais parce que les organisateurs ne veulent pas perdre du tout sur l'argent qu'ils perçoivent, quoi. Voilà. Mais c'est quand même assez imaginable de penser que c'est le consommateur final qui va payer finalement la marketplace. C'est Enfin, ça. j'arrive toujours pas à concevoir que ça puisse être normal et je me demande si à un moment ça va pas être régulé, c'est-à-dire que, je sais pas moi, des associations de consommateurs, etc., vont pas se mobiliser pour dire mais pourquoi on paye ce truc-là? Puisque c'est un service qui est proposé non pas au client, mais plutôt à celui qui est le vendeur. Bon, si vous avez envie de réagir sur cette question, mais moi en tout cas, j'arrive pas à, enfin, mon raisonnement, j'arrive pas à comprendre. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a marqué: «Il faut selon moi faire un tableau comparatif et apporter tes arguments en faisant aussi des comparaisons des solutions et de mettre en avant la différence des coûts et simplicité des choses». Ben, en fait, il existe, hein, déjà, sur le net des tableaux comparatifs, hein. Il en existe plein d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'au début, il n'y en avait pas énormément quand j'ai commencé à faire mes recherches. Hem, mais je suis quand même tombée sur des supports qui m'ont permis, justement d'arriver, à la solution de MangoPay. Et puis, les organismes bancaires ont été sympas quand même pour me rediriger vers eux parce qu'eux, ils n'avaient pas non plus la compétence les compétences qu'il fallait pour, travailler avec moi. Parce que d'emblée, d'office, vu le circuit, qu'emprunte, vu le circuit qu'emprunte, heu, les finances, enfin l'argent qui circule sur la plateforme, d'office, on m'a tout de suite cataloguée, comme étant une marketplace. Donc ayant ce statut de marketplace, ça a beaucoup, beaucoup complexifié, les choses pour, obtenir un organisme, financier, quoi, qui puisse, suivre les choses. Alors, Alors, Idriss, tu mélanges pas mal de choses. Alors, on est bien d'accord que ce qu'on a dit avec Tania, c'est que c'est le client final, celui qui profite de la marketplace, qui paye les frais. Celui qui ne paye plus les frais, finalement, c'est celui qui vend son produit. Et quoi qu'il arrive, la marketplace, elle va récupérer son argent parce que ce soit le client final ou le vendeur, de toute façon, elle est au milieu, elle va récupérer ses frais. Ne t'inquiète pas. Le rapport avec la zone CEPA, j'ai du mal à comprendre. non, mais en zone CEPA, de toutes les façons, il y a déjà, un processus de bien établi pour tout ce qui est zone CEPA. Hem et ceux qui sont en zone CEPA profitent de la même tarification, que ceux qui sont en zone, Union européenne, hein. Ouais. Voilà. Bon, on me demande de revenir, donc je fais un petit intermède sur Conto Stripe. Donc Conto, c'est une banque professionnelle en ligne. Il en existe plein. On a déjà eu ce débat sur Webmonster il y a quoi, il y a 2 jours. Donc Shine, etc. Bon, Conto, qui est quand même une société très active, on voit que les développeurs qu'il y a derrière. Et Stripe, on sait que c'est des développeurs aussi, ont un partenariat. Ils ont établi un partenariat pour pouvoir faire communiquer Conto et Stripe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux établir une facture sur Conto et te la faire payer par Stripe. Dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui, une marketplace, donc en admettant que tu sois avec Stripe Connect, tu seras automatiquement interconnecté avec Conto et eux, ils feront ta comptabilité. Donc en gros, à chaque fois que tu vas établir une facture sur Stripe pour une transaction, elle sera reportée sur Conto et la ligne de paiement, donc tu sais, il y a la ligne de facturation et il y a la ligne de paiement, elles seront rapprochées. Voilà, c'est une nouveauté, ça a apparu depuis cette année et c'est une sorte de révolution puisque c'est
exactement ce que fait ce pourquoi le comptable est payé finalement. Les C'est ça. bilans et le rapprochement des lignes comptables. Voilà. Donc Par Conto fait contre, tout seul. voilà, c'est ça. Mais par contre, Conto, lui, n'est pas compatible avec une marketplace. Lui, Non, il oui. peut être utilisé que pour du e-commerce ou de la vente en direct. Hmm. Voilà. C'est bon, vous avez des questions? Ok. Je dois poursuivre sur un slide suivant. Euh, alors, normalement, j'ai fait le tour. Alors, par contre, je me suis aperçue que j'ai pas présenté un organisme de paiement euh, pour les e-commerce. Alors, donc, on va le présenter hein, puisque j'ai mis le slide. Il est où? Alors, il faut remonter, ça est marqué PayPlug. Ah, Alors, on l'a vu, PayPlug. Voilà. voilà. Alors, en fait, alors j'ai trouvé quand même, alors je sais pas si, je pense que ce sont les termes employés qui m'ont fait sourire, parce que PayPlug euh, propose, en plus de la vente en ligne, euh, donc de faire des encaissements en magasin. Mais le terme qui m'a fait sourire, c'est commerce conversationnel. Alors, qu'est-ce qu'un commerce conversationnel? Alors, pour PayPlug, euh, il, euh, il propose aux commerçants d'échanger et de discuter via soit WhatsApp ou soit SMS ou soit email avec leurs clients et de leur envoyer un lien de paiement, soit un lien direct ou soit un lien qui sera intégré dans une facture ou dans un SMS. Donc, j'ai trouvé ce petit mot assez marrant et je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en parle. Quand bien même il reste, à mon goût, il reste un peu cher pour un organisme qui s'adresse au e-commerce. Voilà. Mais voilà quoi. Et bon, apparemment, il serait compatible à 100% avec PrestaShop, avec Magento, Shopify, euh, EBP et les autres que j'ai énoncés en dessous. Donc, comme vous le verrez, hein, c'est toujours par palier. Il y a quand même il y a trois packages. Euh, attendez. On pourrait participer d'ailleurs à l'idée de créer ce tableau-là parce on a une très bonne connaissance, on va dire, surtout Tania, de toutes les solutions qui existent. Donc oui, on pourrait mettre ça en chantier, de construire ce tableau récapitulatif. Malgré tout, ça bouge tout le temps. Ils ont C'est des ça. conditions qui changent tout le temps. Et il faudra prévoir aussi des aspects techniques que l'on ignore souvent dans le fait qu'on voit juste la finalité, c'est-à-dire la marketplace que l'on doit créer. Et c'est déjà des très gros développements pour nous en tant que développeurs. Mais il faut imaginer que votre solution de paiement doit être de toute façon connectée à sûrement plus tard des outils de BI ou d'analyse de transactions pour savoir quand est-ce que vos clients achètent, quel est le volume du panier moyen, qu'est-ce qu'ils préfèrent acheter, à quelle période, etc. etc. Donc, dans le choix de la solution, il y aura aussi comment on va pouvoir exploiter les données. Parce qu'il y en a certains où on ne peut pas récupérer les données. Donc, on ne peut pas, dans les solutions de paiement, on ne pourrait pas imaginer avoir une intelligence business. Voilà. Comment mettre en place des... Alors, moi, je ne connais rien à la crypto. Ça ne Moi m'intéresse non pas. plus, malheureusement. Euh, mais bon, euh, ajouter de la crypto dans ce type de business, bon, je ne sais pas si c'est vraiment lucratif de faire ça. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Compliqué. À moins qu'il y ait un taux fixe pour la crypto. Donc, si tu achètes un produit avec une valeur
à l'instant T qui te dit que ta valeur va pas diminuer. Enfin, ça va être compliqué là. Oui, C'est à, c'est ça. c'est à l'ordre du jour? Oui, sans doute que c'est à l'ordre du jour, mais après, non, moi, je prends l'exemple du contexte, en Martinique. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnes, qui ont entre 40 et 60 ans, qui aiment sortir et je peux vous assurer que déjà, l'utilisation d'une plateforme, d'une simple plateforme et de payer pour payer par carte sur une simple plateforme est déjà très, très compliqué. Alors allez voir si on rajoute la complexité, de la crypto. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais je pense que c'est probablement encore un petit peu trop avant-gardiste pour, la population, antillaise. En tout cas à mon avis. Parce que là, ils commencent tout juste à, à se familiariser et à essayer de comprendre, comment fonctionne une plateforme. Moi, au quotidien, si j'ai admettons, hein, je dis un chiffre comme ça, mais si j'ai 10 clients qui m'appellent par jour, sur les 10 clients, je dois en avoir 8 à qui je dois faire, du tutorat, quoi. Je dois vraiment, les guider pas à pas au téléphone pour leur dire comment faire, sur quoi cliquer, comment inscrire leur nom, comment mettre leur carte, qu'ils vont recevoir, un lien, pour la sécure 3D sur leur portable qu'ils doivent remettre et cetera et cetera. Donc vous imaginez que je dois faire ça pour, combien de clients? Donc si c'est pour ajouter de la crypto encore, ça sera vraiment trop compliqué. Mais bon, c'est à voir, pas maintenant. Ben, Idriss, tu nous montreras quelle crypto, quelle solution de paiement ils ont choisi, etc. Je pense que, tu sais, il y a un phénomène de mode et il y a des gens qui s'engouffrent dans des trucs en pensant que ça existait hein, en Martinique. La Martinique a eu sa propre crypto-monnaie, ça s'appelait le Wooscoin. Euh, il y a des gens qui achetaient des légumes avec des Wooscoins. Enfin, je veux dire, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est une solution viable pour un organisateur qui derrière doit payer des factures et des artistes ou n'importe qui vendrait, je sais pas moi, même des calebasses sur Internet? Qu'est-ce qu'il va faire avec sa crypto exactement? C'est ça la question. Comment il paye ses fournisseurs? Comment il achète son matériel? Enfin, si tout le système était lié à la crypto, que tu puisses tout faire avec, ok. Mais là, nos organisateurs, si on leur dit bon, ben, on va te payer en crypto, ils vont nous regarder de travers, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que le plus important pour l'organisateur est d'avoir, de l'argent tout de suite. Quand on fait, des virements sur leur compte, il faut que ça arrive, dernier carat, 72 heures après l'événement, mais dernier carat et 72 heures, je peux vous assurer que pour un organisateur, c'est long parce Oui, qu'ils ont déjà, sur le dos, tout le reste du staff qui leur réclame leur argent, tout ce qu'ils dès il s'agit enfin de tout ce qu'il s'agit de sono, de lumière, de, payer la salle, payer la scène, enfin voilà. Tous ces équipements-là doivent être payés normalement avant l'événement, mais vu que, les organisateurs, attendent énormément sur les entrées d'argent qui se font, au moment de l'achat des tickets, ben, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre, ni de convertir de l'argent, enfin bref, voilà quoi, vous avez compris. Ça devient très compliqué. bon, on va pas faire un débat sur la crypto, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, pour l'instant, sur le marché actuel, je vois pas l'intérêt. Le jour où Darty, on peut acheter en crypto, on en reparle. Je pense que ça va être ça, les talons. C'est le jour où les grandes enseignes, où tu peux faire tes courses avec la crypto, à ce moment-là, ouais, on va imaginer un futur où les solutions de paiement seront adaptées. McDo a commencé. Ouais, mais bon, enfin je pense qu'il faut aller au fur et à mesure parce que, avec Xavier, on a fait l'expérience. Quand on a créé, Funplace, nous étions très avant-gardistes.
Nous étions très en avance par rapport à la concurrence et ça a eu quand même comment dirais-je? Un effet papillon, parce que ça nous a donné, une certaine visibilité, mais derrière ça nous a quand même valu très cher parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Il fallait, retourner sur certaines bases pour que les gens puissent comprendre et acheter sur la plateforme. Voilà. Donc ça peut être intéressant, mais pas pour le moment. Je pense qu'il faut donner le temps aux gens de comprendre déjà et de maîtriser déjà l'outil, internet qu'ils ont déjà pour ensuite passer, au level suivant. Voilà, mais bon, je pense que le débat sur la crypto est très intéressant, mais c'était pas foncièrement l'objectif de mes diapos en fait. Ce que je voulais surtout montrer aux entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise sur le net, c'est qu'il y a plusieurs solutions, qu'il y a différentes solutions qui est mise à leur disposition, mais qu'il faut qu'ils fassent un bon comparatif et qu'ils adaptent enfin qu'ils choisissent le mode de paiement qui soit le plus adapté à leur problématique. Voilà. Ouais. Eh ben, sur ces belles paroles, on va laisser Saint-Martin payer en crypto. Et nous, on va rester avec des euros pour l'instant. On n'a pas le choix. Exactement, ouais. Ça sera plus simple pour le moment. Ouais. Mais bon, c'est une idée qu'on garde dans un coin de notre tête. Bon, si vous avez des questions par rapport justement à tout ça, ben, Tania est là. De toute façon, elle est souvent connectée, hein, comme tout entrepreneur du web. H24. Ouais. Et nous aussi, on est là pour répondre à vos questions. Payplug, il faut un chiffre d'affaires mensuel obligatoire? Non, de mémoire. Alors, un minimum quand même, hein, Ah parce bon? que ouais, parce que regarde, sur le pack starter, ils te disent, 100 000 € ou moins, mais il faut un minimum. Un minimum, c'est quoi? C'est 1 euro, 100 euros? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas, je leur ai pas demandé, hein. Je leur ai pas demandé, j'avoue. Mais c'est vrai que, il y a certaines plateformes qui demandent à avoir un minimum. La dernière fois, quand je m'étais renseignée, il y avait une plateforme qui demandait un minimum de 300 000 € pour entrer chez eux. Donc bon, il faudrait peut-être se renseigner un petit peu plus, mais Oui, je pense qu'il y a une base quand même, à avoir. ouais. Mais je peux pas préciser laquelle. Ok. Je rappelle qu'à la fin, toutes les conférences seront disponibles en téléchargement sur Webmaster. Donc vous pourrez retourner sur chaque présentation et retrouver les informations qui ont été dites. Donc vous inquiétez pas, ou vous pouvez me demander ou demander à n'importe quel modérateur de, de pouvoir accéder aux présentations. Très Voilà. bien. En tout cas, je vous remercie, hein, de m'avoir écoutée. C'était pas évident. C'est un exercice qui est assez compliqué pour moi, je l'avoue. Donc, merci d'avoir écouté, d'avoir participé, d'avoir échangé avec nous. Et merci pour ce salon magnifique hein, que Xavier a réussi à mettre en place. Franchement, je tire mon chapeau à l'équipe en présence parce que Merci, c'est quelque chose d'assez dur à faire, je dirais. Voilà. merci. Et Merci et au revoir. à la technique.